Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur le balado L'investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine, votre animateur d'habitude, mais aujourd'hui, je suis accompagné par ma collègue et co-animatrice Julie Desrosiers. Bonjour Julie. Bonjour Ruben, ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une belle discussion. On va parler un peu du marché, faire une révision un peu de ce qui se passe en 2023 jusqu'à maintenant. Après une année 2022 volatile sur les marchés, les actions mondiales ont connu une mi-année quand même vigoureuse en 2023. Et ce, malgré les hausses de taux d'intérêt. On a eu jusqu'à maintenant 3 hausses au Canada. La dernière était à la mi-juillet qui a porté le taux directeur à 5%. Et Julie, ça, c'est le plus élevé depuis plus de 20 ans. Donc, c'est sûr que j'aimerais commencer en te demandant de nous parler un peu des rendements boursiers pour la première moitié de l'année, étant donné toutes ces hausses de taux d'intérêt-là. Oui, bien en résumé, Ruben, les actions mondiales ont rebondi après leur pire année depuis la crise financière, étant donné que les mesures économiques sont restées relativement stables et malgré aussi la hausse des taux d'intérêt. Par exemple, au premier trimestre, l'économie canadienne a augmenté de 3,1 % en taux de croissance annualisé, alors que Statistique Canada prévoyait un taux de croissance de 2,5 %. OK, quand même. Oui. Les actions américaines et celles des marchés développés internationaux ont produit les meilleurs rendements, tandis que les actions canadiennes, celles des marchés émergents, ainsi que les fiducies de placement immobilier mondiales ont tiré de l'arrière. Les rendements des obligations, tant qu'à eux, demeurent attrayants et la performance des titres à revenu fixe depuis le début de l'année a été positive pour les investisseurs obligataires. C'est quand même intéressant parce que justement, quand on regarde l'année passée, pas mal toutes les classes d'actifs ont baissé, les obligations, les actions, certaines plus que d'autres. Par exemple, le marché américain avait baissé de beaucoup plus que celui du marché canadien. Mais comme tu l'as dit, cette année, c'est le marché américain qui monte. Quand on regarde les actions américaines avec le SP500, on parle d'une hausse du 1er janvier au 30 juin 2023 de 14%. Tu as mentionné aussi les marchés internationaux développés qui font quand même bien. Ils ont augmenté de 9% dans les 6 premiers mois de l'année, tandis que les actions canadiennes ont aussi augmenté, mais un peu moins, de 5,7%. Donc ça, c'est une des valeurs de la diversification. Les actions canadiennes ont mieux fait l'année passée. Et là, ils font un peu moins bien comparativement avec les autres types d'actions cette année. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je voulais mettre un peu de chiffres là-dessus. C'est sûr que les obligations, quand on parle des retraités qui pensent toujours à leur titre de revenu fixe, on parle quand même d'une augmentation de cette année, mais de moindre mesure. Les obligations canadiennes à court terme ont augmenté de 1%. Et quand on met les obligations canadiennes court terme, moyen terme, long terme, donc tout l'univers obligataire canadien, on parle d'une augmentation de 2,5%. Et pour finir, comme tu as mentionné, l'immobilier mondial est quant à eux en baisse, mais juste à moins 0,11%. Comme qu'on le sait, l'immobilier en général est une classe d'actifs qui a tendance à moins bien faire quand les taux d'intérêt augmentent et les taux d'intérêt ont continué à augmenter. Donc, ça explique pourquoi ça traîne un peu de la patte. Oh, d'accord. Ruben, on sait que l'année passée, ça a été une année difficile pour les investisseurs. Toutes les catégories d'actifs, en fait, avaient baissé pendant que l'inflation et les taux d'intérêt montaient. L'an passé, les médias avaient beaucoup d'économistes qui prédisaient une récession. Au début de 2023, il y avait aussi certaines banques régionales qui ont connu des difficultés quand on pense à Silicon Valley Bank et Republic Bank aux États-Unis, ainsi que Crédit Suisse en Europe, qui a entraîné en fait la vente de plusieurs d'entre elles à des banques plus importantes. Cette situation a engendré une baisse temporaire des actions qui ont par la suite repris leur ascension. Donc, jusqu'à maintenant, cette année, ça va beaucoup mieux.
avec les tendances négatives de l'an passé qui semblent s'inverser. Quelle leçon primordiale les investisseurs devraient-ils en retirer? Mais c'est un bon point, Julie. Je pense que tu as touché à plusieurs événements qui se sont passés l'année passée, mais surtout au début de l'année. Je pense que la leçon primordiale, c'est que pour les investisseurs, c'est vraiment l'importance, je dirais, d'éviter les prédictions économiques et tout ce qui est, tous les discours dominants, là, les opinions dans les médias. Parce que tout au long de la ligne dernière, à travers tous les événements que tu as mentionnés, il y avait beaucoup d'économistes et d'analystes du marché qui annonçaient une récession. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Julie, c'était le mot qui circulait beaucoup dans les médias, c'était récession, récession, récession. On disait que ça va survenir avant la fin de 2022. Il y en a qui disaient au début de 2023. Donc, moi, je recevais beaucoup de questions, non seulement de certains clients, mais aussi de mon entourage. Est-ce qu'on va être un peu dans une situation fâcheuse avec la récession qui s'en vient? Mais je me souviens, on regardait un sondage là, de Wall Street en juillet 2022. Il y avait des économistes qui estimaient que la probabilité de récession dans les 12 mois à venir était de 50%. Et même l'ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, Julie, avait déclaré qu'une récession était presque inévitable. Donc, si on revient en arrière, là, puis on regarde les journaux, les actualités économiques à la télé, là, les discours dominants qui circulaient, c'était comme, par exemple, ça disait « Nous nous dirigeons vers une récession importante au début de l'année 2023 ». On voit aussi des fois certaines manchettes dire « Les économies européennes vont avoir d'énormes difficultés en raison de la guerre en Ukraine ». D'autres disaient que la hausse de l'inflation était là pour durer. Il y en a qui disaient, je me souviens, là, les taux d'intérêt élevés vont écraser l'économie. Tu sais comment ils aiment utiliser des mots sensationnalistes. Ouais. Donc, à la fin, on est à la mi-année. Quand on regarde les données au 30 juin 2023, ce qu'on réalise, c'est que ces prévisions-là, ils ne se sont pas concrétisées complètement ou même proches de se concrétiser de façon aussi pessimiste qu'ils le disaient. Les économies mondiales, Julie, ont fait preuve d'une très grande résilience face à l'adversité qui avait été prévue et ils continuent de déjouer les pronostics et éviter la récession. Là, on ne dit pas qu'il n'y en aura pas une, mais c'est sûr qu'on ne la voit pas comme c'était prédit l'année passée. En ce moment-là, juste pour dire, Statistique Canada a publié il y a quelques semaines leurs données sur la population active là, de juin et ça a montré que le Canada avait créé 60 000 emplois le mois dernier en juin. Puis ça continue à contribuer c'est un signe, en fait, de l'augmentation continue de l'économie que tu as mentionné plus haut. Oui. Mais aussi, je crois qu'il faut rappeler aux gens, c'est important, en fait, de rappeler aux gens que les prédictions financières et toutes les opinions économiques et discours dominants là, partagés à travers l'actualité journalistique et les manchettes médiatiques peuvent conduire à des décisions émotionnelles et des changements réactifs dans leur portefeuille. Mais le succès en investissement à long terme est dicté en grande partie par leur capacité à éviter les erreurs et à garder le cap avec leur plan réfléchi d'investissement à long terme. Oui, Julie, je suis complètement d'accord. Et le problème avec les prédictions, les prévisions d'économistes ou d'experts financiers, c'est que le futur, en fait, là, il y aura toujours une ou plusieurs variables qu'on ne peut pas prédire, inclus les experts, là. Même si on est un expert prévisionniste, économiste chevronné d'une grande institution, là, il va y avoir quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance et qu'on ne peut pas inclure dans nos modèles pour faire une prédiction qui fait du sens. C'est Julie, si tu te rappelles, en juillet de l'année passée, en fait, ça fait exactement 1 an. C'est drôle. On a fait un épisode complet là-dessus, l'épisode 8, qui s'appelle « Erreurs à éviter en investissement ». Une des erreurs, en fait, c'est de se fier aux prédictions. Donc, j'invite vivement les auditeurs et auditrices à aller l'écouter. Mais en fait, ce qu'on disait, c'est justement tout ce qu'on discute maintenant. Si on prend, par exemple, en 2019, il n'y avait pas vraiment d'experts financiers, même s'ils faisaient plein de prédictions comme chaque année, qui prédisaient la pandémie, en fait, en 2019. Donc, c'est un peu la même chose l'an passé. Il y a plusieurs prévisionnistes pessimistes qui font leurs prédictions, mais ils n'ont pas nécessairement pu voir l'un des principaux moteurs de la performance soutenue du marché financier cette année, qui est en fait la poussée remarquable de l'intelligence artificielle. Il y a 1 an, Julie, personne n'avait encore entendu parler de ChatGPT, par exemple. C'est vrai. Moi, je l'utilise des fois, ChatGPT. Aujourd'hui, cette plateforme et beaucoup d'autres applications d'intelligence artificielle, ils font l'objet de recherches, ils sont adoptés par de nombreuses compagnies, de nombreuses industries.
Et toutes ces compagnies-là, ces entreprises, ils les considèrent, ces outils-là, comme bénéfiques pour améliorer la productivité. Donc, c'est sûr que l'impact transformateur potentiel de l'intelligence artificielle sur les divers aspects de notre vie, ça a été vraiment reconnu. Ça a incité les investisseurs à faire grimper les cours boursiers des grandes entreprises technologiques comme, par exemple, Amazon, Apple, Facebook qui est Meta, Google qui est Alphabet, Microsoft. Microsoft a justement acheté une grande partie de ChatGPT. Donc, ce mouvement-là, ça a non seulement stimulé le marché américain, Julie, mais ça a aussi entraîné une véritable vague d'optimisme par rapport à l'avenir sur les marchés mondiaux, c'est sûr. Oui. Parle-moi donc un peu, Robin, de l'inflation. Qu'en est-il de l'inflation? Ah oui, oui. C'est sûr que je parle de vague d'optimisme avec l'intelligence artificielle puis la technologie, mais l'inflation reste ces petites bébites qu'on n'arrive pas à tuer. Cette bête noire. Exact. Écoute, c'est sûr que l'inflation, Julie, c'est une préoccupation, hein. Ça exerce une pression négative sur les finances personnelles, la capacité d'épargne, le coût de la dette. En ce moment, Julie, je suis en train de magasiner pour renouveler mon hypothèque que je dois renouveler en août. Puis, ça me fait un peu peur. Mon taux va plus que doubler, donc c'est sûr que ça a un impact, là. Puis, j'imagine que c'est la situation de la majorité des Canadiens qui ont des dettes. Mais, il faut le dire, l'an passé, en juin 2022, l'inflation au Canada avait atteint son pic de 8,1 %. Puis là, en mai dernier de 2023, elle est tombée à 3,4 %. Puis ça, c'est le taux d'inflation le plus bas depuis juin 2021. Donc, c'est quand même plus élevé que la fourchette acceptable que la Banque du Canada vise, qui est autour de 2 %. Mais cette trajectoire descendante de l'inflation est une très bonne nouvelle, il faut le dire. Et puis ça suscite de l'optimisme quant aux perspectives économiques. Et ça contribue à rassurer les investisseurs et ça contribue à l'augmentation des marchés boursiers qu'on voit en ce moment. Mais si on regarde du côté des investissements, comment l'inflation affecte le rendement à long terme des actions? C'est une très bonne question parce quand on pense aux gens qui investissent, la majorité du temps, c'est pour pouvoir couvrir des dépenses futures ou leur niveau de vie à la retraite. Donc, si l'inflation est élevée, on peut s'inquiéter. Est-ce que mes placements vont surpasser l'inflation et maintenir mon pouvoir d'achat? Mais je viens de parler de l'impact de l'inflation sur les finances personnelles. Ça, c'est un peu plus clair. On le voit à chaque fois qu'on fait l'épicerie ou on met de l'essence dans notre auto. Mais l'effet direct de l'inflation sur les portefeuilles d'investissement, c'est un peu moins évident. On le sait, là, que l'an passé, quand on regarde les rendements des actions par rapport au taux de l'inflation, on sait que les actions ont fait moins bien que l'inflation l'année passée. Mais ça, ce n'est pas la norme. Quand on analyse, Julie, les données historiques, ces données-là nous montrent que les actions ont connu, oui, des résultats variés pendant les périodes d'inflation élevées, mais à long terme, en moyenne, les rendements des actions ont tendance à être satisfaisants, même après qu'on ajuste pour prendre en compte l'inflation. Par exemple, Julie, depuis 1950, quand on regarde le marché américain, les actions ont surpassé l'inflation dans 71 % du temps. Ça veut dire qu'en moyenne, si on regarde la performance moyenne de la bourse américaine de 1950 à 2022, le rendement moyen avant inflation était environ de 11,2 %. Mais quand on l'ajuste pour l'inflation, le rendement moyen de la bourse américaine était de 7,5 % après inflation. OK, donc, Robin, tu dois être d'accord avec moi si je dis que pour maximiser leurs chances de succès financier à long terme et maintenir leur pouvoir d'achat dans le temps, les investisseurs doivent continuer à envisager de maintenir une exposition appropriée aux actions afin de surpasser l'inflation. Exactement. C'est ça, je veux dire. Les actions, ils constituent une catégorie d'actifs à avoir dans son portefeuille, comme tu viens de dire, pour protéger, pour fournir une certaine protection en termes de faire mieux que l'inflation à long terme, définitivement. Mais là, Julie, écoute, nous sommes à la mi-année de 2023. Il reste encore tout le reste de l'année et puis c'est le futur, on l'a dit tantôt, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Quelles questions tu penses que les investisseurs sont susceptibles de se poser pour le reste de l'année? Mais je dirais, Robin, pour le reste de l'année, les investisseurs vont continuer à se demander où va l'économie et est-ce que le marché aussi va continuer? Est-ce que l'engouement pour l'intelligence artificielle, comme tu as mentionné, va s'essouffler? Les gens vont sûrement se demander également pour l'inflation, est-ce que ça va continuer à descendre? Et où également l'augmentation des taux d'intérêt va aller. Mais comme on l'a dit plus tôt, il est extrêmement difficile de prédire avec succès
comment les conditions économiques, les marchés ou les placements vont se comporter à l'avenir. Les investisseurs ont donc tout intérêt à s'engager dans un portefeuille bien diversifié, construit pour le long terme, plutôt que d'essayer de prévoir les mouvements des marchés. Les investisseurs qui suivent une approche disciplinée de l'investissement se positionnent pour profiter des opportunités offertes par les marchés et augmentent ainsi leurs chances de réussite financière. Écoute, Julie, c'est tellement bien dit que j'ai rien d'autre à ajouter. Non, mais c'est vrai que c'est bien de finir, je pense, l'épisode sur une belle note, un rappel, une leçon, un rappel, si on peut le dire comme ça, des grands principes d'investissement, des bonnes façons d'approcher leur placement. Donc, moi, je pense qu'on a fait un bon tour de ce qui se passe jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue, ça fait plaisir. Puis, aux auditeurs, auditrices, comme je dis tout le temps, je vous remercie grandement de votre attention. Julie et moi, c'est sûr qu'on espère que vous avez trouvé de la valeur dans notre épisode d'aujourd'hui et on vous invite à le partager à votre entourage. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous allons continuer à explorer divers sujets qui sont liés à votre bien-être financier. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.